Bonjour et bienvenue à la taverne de Lug. Je suis Norman Tiret et je vais vous parler aujourd'hui de la saison 3 de Picard. Alors je fais très peu de sujets d'actualité puisque je regarde très peu de choses en fait récentes. Et là il se trouve que j'ai Amazon Prime je voulais pas la regarder cette saison parce que j'avais regardé la saison 1 de Picard et j'avais été un peu dégoûté. Euh, Par certains aspects, elle était extraordinaire. Et par beaucoup d'autres aspects, elle était vraiment merdique, disons-le tout net. J'avais beaucoup apprécié tout ce qui avait trait à l'ancien équipage. Ces apparitions de Riker, de Diana Troy et surtout de Data, puisqu'on l'avait quitté dans Star Trek Nemesis, euh, mort, détruit, pour pas grand-chose, puisque le film était très mauvais. Et c'était une sorte de rédemption pour le personnage. Et c'est vrai que les scènes entre lui et Picard étaient particulièrement touchantes. Et c'est ce que j'avais retenu principalement de cette saison 1 de Picard. Bon, en dehors de ça, c'était une catastrophe atomique, hein. Euh, entre la fédération qui était finalement remplie d'hypocrites et de bad guys, hein. Euh, Entre ce futur qu'on imaginait utopique et qui en fait n'a guéri aucun des maux de la société, ni la pauvreté, ni l'abus de drogue, d'alcool ou même de tabac. La science-fiction à base de n'importe quoi et de tag, c'est magique. On pense à ce fameux gadget qui permet de multiplier les images d'objets de la taille d'un vaisseau spatial sans véritable explication. La découverte d'un énième descendant de Nunien Sung, celui qui avait créé Data, et le fait que dans les faits, Picard est mort et est remplacé désormais par un robot qui a conservé la même apparence d'homme âgé et qui a une limite d'espérance de vie de telle sorte que Picard mourra malgré tout de mort naturelle, bien qu'il soit dans un corps robotisé. Bref, c'était du n'importe quoi à ce niveau-là. Et pour tout vous dire, j'avais vraiment pas envie de voir la saison 3. Saison 3 qui ramenait l'équipage de l'Enterprise D dans son intégralité. Et donc, j'étais a priori le public ciblé. D'autant que je suis un très très grand fan de la série Star Trek La Nouvelle Génération. Il a fallu des années avant que on puisse apprécier cette série en France. Pour tout dire, je crois que j'ai découvert en DVD. Il y avait eu 2-3 cassettes vidéo auparavant qui reprenaient les premiers épisodes de la série, mais dans un doublage pour le moins aléatoire. Et Star Trek La Nouvelle Génération donc, est devenue ma troisième série préférée. Donc après Babylon 5, Star Trek série classique, Star Trek La Nouvelle Génération est la troisième et représente pour moi sincèrement la quintessence de ce que peut être Star Trek à la télévision. Tout du moins dans ces 5 premières saisons, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé à la sixième saison? Gene Roddenberry est décédé. Alors même s'il avait été malade depuis un moment et avait cédé les rênes de la série à ses protégés Rick Berman et Michael Piller, il restait une éminence grise au-dessus de toute la production et avait un poids considérable sur le fandom de Star Trek, à tort ou à raison. Car il faut rappeler que ce n'est jamais lui seul
qui a fait le succès de Star Trek. C'est peut-être son plus grand drame d'ailleurs. Il a été un homme d'idées très forte et il avait un sens du marketing assez poussé. Mais on peut dire qu'au niveau créatif, ce n'est jamais lui qui a vraiment réussi à faire de Star Trek le succès euh, que la série a connu et les films. Pour la série originale, on va citer Gene Coon et Dorothy Fontana qui ont beaucoup contribué à l'ambiance de la série, à son développement, le background, tout le background de Starfleet, les Klingons, etc. Tout ça, ça ne vient pas de Gene Roddenberry. Pour les films, on retiendra surtout le travail de Nicolas Meyer et de Leonard Nimoy également, qui ont su trouver le ton sérieux, on va dire, qui a fait le succès des films, et notamment de Star Trek 2, La colère de Khan, qui reste le maître étalon de toute la production cinématographique de Star Trek, 40 ans après sa création. Et on va voir que ce n'est pas anodin, notamment pour la saison 3 de Picard. Et pour la nouvelle génération, on retiendra surtout le travail de Michael Piller, qui est mort beaucoup trop jeune, à partir de la saison 3, qui est la saison à partir de laquelle donc, la qualité des aventures de Picard et de son équipage a vraiment explosé. Et on a les saisons 3, 4, 5, partie de la 6, qui sont parmi les meilleures de Star Trek. La qualité baisse en saison 7. C'est un peu la saison de trop, même s'il reste d'excellents épisodes, notamment l'épisode de fin en 2 parties, All Good Things. Toutes les bonnes choses ont une fin. L'équipage de la nouvelle génération a donc embarqué ensuite dans une série de 4 films, donc Star Trek Generations, Star Trek Premier Contact, le plus réussi d'entre tous, pour beaucoup, ce qui ne passera pas dans l'oreille d'un sourd au niveau de l'équipe créatrice de Picard saison 3, nous le verrons. Star Trek Insurrection et donc Star Trek Nemesis, le dernier film à mettre en scène l'équipage de la nouvelle génération, et qui met en scène la mort de Data, l'androïde. Donc Star Trek, série de la fin des années 60, qui n'a sans doute pas été appréciée à sa juste valeur par la chaîne qui l'a diffusée à l'époque, CBS, mais qui a connu un succès grandissant lors de ses rediffusions sur les chaînes locales, donc en syndication, comme on dit aux États-Unis. Et c'est là qu'on a constaté que la série remportait un succès phénoménal, notamment auprès d'un public très jeune, ce qui en a fait le phénomène qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc même si les campagnes de renouvellement ont été noyautées par Roddenberry en sous-main, pour la plupart, ce sont réellement les fans qui ont maintenu la série en vie, alors même qu'il n'y avait plus de nouveaux épisodes en dehors de la série animée, jusqu'au film de 1979. Donc, une période de 10 ans pendant laquelle ce sont les fans et leur enthousiasme qui ont maintenu la série dans l'inconscient collectif, sachant que nous sommes bien évidemment à une époque sans Internet, donc ce qui rend la chose d'autant plus remarquable. Donc la série, si je ne dis pas de bêtises, s'achève en 1993 ou 94, je ne sais plus. Et donc laisse la place à Deep Space Nine. Beaucoup considèrent cette série comme la meilleure de Star Trek. Donc également la série Voyager Enterprise, jusqu'en 2005 je crois, où la série s'arrête
faute d'audience. Les séries Next Generation, Deep Space Nine et Voyager ont connu 7 saisons. Enterprise seulement 4. Jusqu'au film de J.J. Abrams en 2009. Donc, relance pas mal l'intérêt pour Star Trek dans l'inconscient collectif auprès du plus grand public. Même si les puristes y voient plus une démarcation de Star Wars que de Star Trek. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vu les séries récentes Discovery, Strange New Worlds. Je crois qu'elles sont diffusées sur Netflix, mais je n'ai pas ce service et je ne pirate pas. Donc, mais par contre, j'avais Amazon Prime, donc, ce qui m'a permis de voir la saison 1 de Picard, ce qui m'a permis de comprendre que les scénaristes ne comprenaient plus grand-chose au concept initial de Star Trek, tel que l'a voulu Roddenberry. Roddenberry n'était peut-être pas le plus grand scénariste de la Terre, mais il avait des idées sur ce que devait être la série. Des idées peut-être inspirées par les fans, ou partagées par beaucoup de fans des séries originales. C'est peut-être là tout le génie marketing, on va dire, de Roddenberry, d'avoir su s'inspirer de ce qui a résonné le plus parmi les fans, peut-être l'aspect utopique de l'univers de Star Trek, qui n'était pas autant développé dans la série classique, mais qui est vraiment central dans la nouvelle génération. Et c'est peut-être ce qui fait de cette série la plus populaire auprès des fans de Star Trek, encore à ce jour. Ce qui nous amène à la saison 3 de Picard, qui vient de s'achever ce vendredi 21 avril 2023, avec la diffusion du 10e épisode de la saison, The Last Generation, la dernière génération. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Je l'ai adoré. Je suis retombé en amour de ces acteurs et de cette ambiance. J'ai vraiment retrouvé l'ambiance Star Trek dans cette série, qui n'est pas sans défaut, on va y revenir, mais qui dans l'ensemble a satisfait mon petit cœur de fan. Elle a été faite pour ça, c'est clair, et de ce point de vue-là, c'est très très réussi. Donc on ne va pas y aller par quatre chemins. Traitons tout de suite de l'éléphant dans la pièce. Star Trek Picard saison 3 n'est pas une série de science-fiction. Si vous cherchez de la science-fiction là-dedans, vous risquez d'être assez déçu d'un point de vue logique. Comme dirait Monsieur Spock, cette saison est remplie d'invraisemblances, toutes plus énormes que les autres. On a affaire à une équipe de scénaristes qui excelle dans l'émotion pure, mais pas dans la logique interne d'un récit de science-fiction. Est-ce que vous pouvez apprécier ou non la série? Ça dépend où vous mettez le curseur, on va dire. Moi, j'étais parfaitement heureux de me laisser porter par l'émotion de l'épisode, sans réfléchir trop aux aspects techniques, on va dire, de l'univers. Si vous êtes plus porté sur la cohérence interne de l'univers, là, vous aurez de gros problèmes avec cette saison. Pour moi, cette saison 3 de Star Trek Picard, c'est l'exemple parfait du fanservice bien fait. Du coup, est-ce que vous pouvez apprécier la série, même si vous n'êtes pas spécialement fan de l'univers? Ça me paraît difficile, mais les moments émotionnels sont suffisamment bien joués pour capter l'attention, je dirais. Maintenant, vous allez forcément passer à côté d'une tonne de références
qui ne parleront réellement qu'aux fans de la série. Donc une fois admis que cette série n'est pas une série de science-fiction à proprement parler, elle mise à 100% sur la nostalgie d'un autre Star Trek. Un Star Trek qu'on n'a pas eu depuis des années, y compris dans les films de la nouvelle génération. Parce qu'il faut bien se dire que cette série puise principalement dans les films de l'ancienne génération, donc celle de Kirk et Spock, donc Star Trek 1 à 6, donc principalement ceux soit écrits, soit réalisés par Nicolas Meyer, qui sont considérés comme les meilleurs de tous les films Star Trek, et surtout Star Trek 2. On s'aperçoit assez rapidement dans les premiers épisodes que la série Picard est un quasi-remake de tous les éléments de Star Trek 2, sans exception. Et est-ce que c'est un mal? Pas forcément. Star Trek 2 était un excellent scénario. On va dire que la série reprend la structure du scénario de Nicolas Meyer et on va dire qu'elle n'essaie pas de la dissimuler. Ça fait des années que les films Star Trek courent après la colère de Khan, donc Star Trek 2, qui est considéré vraiment comme le maître étalon de tous les films Star Trek, comme l'Empire contre-attaque est le maître étalon pour tout ce qui concerne Star Wars. Donc vous pouvez trouver des éléments de la colère de Khan dans Star Trek Nemesis, dans bien sûr Star Trek Into Darkness, donc le deuxième opus de la série supervisé par J.J. Abrams et réalisé par J.J. Abrams. Mais ils le font de manière pas très finaude. Là où Picard saison 3 arrive à trouver un parfait équilibre entre la structure du scénario qui est familière et l'adaptation aux personnages de la nouvelle génération. J'ai trouvé au visionnage que ça tenait quasiment du miracle. Cette saison est une véritable lettre d'amour au premier film Star Trek. Et ils reprennent notamment la musique de Jerry Goldsmith avec des tonalités à la James Horner également. Donc peut-être les meilleurs compositeurs qui ont œuvré sur les musiques. Jerry Goldsmith, certainement, hein, de toute façon. Le visuel des effets spéciaux reprend totalement, et le design des vaisseaux reprend totalement l'esthétique des films de la série originale. On peut également, en plus de Star Trek 2, voir quelques éléments de Star Trek 3, notamment toutes ces histoires de mutinerie pour s'emparer d'un vaisseau, quelques éléments de Star Trek Generations aussi. Dans Generations, on avait la fille de Hikaru Sulu qui se trouvait sur la passerelle de l'Enterprise C. Et là, sur le Titan, sur lequel s'embarquent Jean-Luc Picard et Riker, se trouve la fille de Geordi Laforge. On aura tout au long de cette série une sorte d'équilibre qui va se faire entre les films de l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je trouve que le plus parlant est le personnage de Jack Crusher, qu'on apprend assez rapidement, je vais spoiler à partir de maintenant. Donc on apprend assez rapidement qu'il est le fils de Jean-Luc Picard et de Beverly Crusher. Mais moi, ce que je vois surtout dans ce personnage, c'est plus James Kirk en fait, que Picard. C'est un personnage impulsif, assez réfractaire à l'autorité et d'un naturel assez charmeur. J'en profite pour souligner que tous les acteurs de la série sont excellents.
bien évidemment les anciens acteurs de la nouvelle génération, mais également les nouveaux qui arrivent à faire bonne impression, dont notamment ce personnage de Jack Crusher, fils de Jean-Luc Picard et Beverly Crusher, et également un personnage fabuleux, le capitaine Shaw, le capitaine de l'USS Titan, sur lequel embarquent Riker et Picard, qui a une tête à claque finie, d'un naturel assez irascible, qu'on déteste au premier regard, et qui s'avérera par la suite beaucoup plus complexe qu'on aurait pu supposer au départ. C'est peut-être le meilleur personnage de la série. On retiendra également de cette série des prestations extraordinaires de Jonathan Frakes, donc qui joue Riker, qu'on n'a jamais vu aussi bon, je pense, et Jerry Ryan qui joue Seven of Nine, donc, qui vient de la série Voyager, donc qui avait déjà été dans les saisons précédentes de Picard, et qui est également excellente dans cette série. Gates McFadden, donc Dr. Crusher, Beverly Crusher, est également fantastique. Je pense qu'elle a eu là son meilleur rôle. Patrick Stewart était comme d'habitude impérial. Worf, Michael Dorn est surtout utilisé tout au long de la série comme l'instant comique, on va dire, des épisodes dans lesquels il apparaît. C'est souvent très efficace. On peut peut-être regretter que le personnage ne soit plus réduit qu'à ses punchlines. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et on est d'accord, le retour de Brent Spiner en data, mais on ne sait pas vraiment. Ce retour n'a aucun sens, mais on ne pouvait pas faire la série sans lui. Donc il y a le côté fan de la première heure qui se réjouit de le voir revenir. Effectivement, le fan de cohérence au sein des histoires et des univers se dit que ça n'a strictement aucun sens. Effectivement, ça n'en a aucun. Donc Jordi Laforge est surtout réduit à son rapport avec ses deux filles. Donc l'une d'elles est pilote sur l'USS Titan. Et la seconde est ingénieure comme son papa. Et jouée par la vraie fille de LeVar Burton, ce qui est une touche plutôt sympathique. Diana Troy est également présente, bien sûr, femme de Riker. Ils n'ont jamais su trop quoi en faire dans la série. Et là, pas trop non plus. Hein. Au fil des années, elle a acquis plus de la personnalité de son actrice, Marina Sirtis, plutôt que la douceur inhérente au personnage de Troy dans la série. Mais c'est un plaisir de tous les revoir et il ne manque pas l'occasion qu'a raté Star Wars avec les films Disney. Ils n'ont pas su réunir, ne serait-ce que dans une seule scène, les trois personnages emblématiques de la saga originale. Et là, on a une chance immense quand même que ces 7 acteurs principaux soient toujours parmi nous. Je pense à des séries plus récentes que Star Trek La Nouvelle Génération comme Babylon 5, qui ont payé un lourd tribut au passage des années. Beaucoup des acteurs sont décédés entre-temps. On a une chance énorme que tous ces acteurs soient encore là, soient encore valides et je ne vous cache pas que j'ai eu la larme à l'œil plus d'une fois au cours de cette saison. Souvent pour des moments très petits, très humains, on va dire, en dehors de l'aspect épique de l'histoire. On est sur une saison assez claustrophobique. Tout se passe sur le vaisseau, l'USS Titan, éclairé selon les standards modernes, c'est-à-dire très peu. Ces gens vivent dans l'obscurité permanente et on ne comprend pas bien comment ils font
au quotidien. Les scénaristes excellent vraiment dans le traitement émotionnel des relations entre les personnages. Et c'est là qu'on trouve véritablement la satisfaction au visionnage de cette saison. Disons-le, qui est digne d'être la 8e saison de la nouvelle génération. Elle résout pas mal d'histoires laissées en suspens, notamment dans un épisode nommé Imposteur, qui voit le retour de Rolla Ren, qui a été un personnage important des, je crois, 2 dernières saisons de la nouvelle génération. Et on y résout son histoire de façon à la fois satisfaisante et tragique. Et à nouveau, spoiler sur les 2 derniers épisodes, l'équipage retrouve l'Enterprise D de la série, dont la soucoupe s'était écrasée dans Star Trek Generations. Jordi a pu récupérer Jordi qui est en charge du musée de Starfleet, dans lequel sont exposés les vaisseaux les plus emblématiques de la série. Donc Jordi a récupéré la soucoupe de l'Enterprise D et a attaché de nouvelles nacelles d'un autre vaisseau. Et l'équipage se retrouve finalement sur la passerelle du vaisseau emblématique de la série. Donc voilà, ça illustre très bien le cul entre deux chaises, on va dire, de la série. À la fois, c'est très satisfaisant sur le plan nostalgique. Les Anglais appellent ça des member berries, donc des cerises de souvenirs, on va dire. Et à la fois, ça n'a aucun sens au niveau de l'univers, puisque ces 7 personnes vont piloter un vaisseau qui est conçu pour un équipage de 500-600 personnes. Donc on ne comprend pas bien comment ces 7 personnes, elles seules, peuvent faire marcher l'Enterprise. On arrive là sur les limites peut-être des connaissances des scénaristes sur la technologie qui a été mise en place sur toutes ces années de séries et de films. On a quelquefois l'impression qu'ils ont pris leurs références technologiques plutôt de Star Wars que de Star Trek. Donc ces vaisseaux qui n'ont besoin que de 5 ou 6 personnes pour fonctionner à plein régime. On a l'épisode 10 qui reprend des pans énormes du retour du Jedi. On ne sait pas trop pourquoi. Donc il met en scène un tube Borg dans lequel l'Enterprise va devoir se faufiler pour arriver jusqu'au cœur du cube pour anéantir la source d'énergie qui les embête à ce moment-là. On est en plein dans le retour du Jedi pendant que Picard fait la morale, tente de faire la morale à son fils qui a été assimilé par le cube. Voilà, qui essaie de vaincre l'empereur qui, de son piédestal, le nargue. C'est assez inexplicable. On est passé de Star Trek à Star Wars au niveau des références dans ce dernier épisode qui n'a strictement aucun sens sur le plan de la science-fiction. C'est du n'importe quoi. Mais ils ne commettent pas l'erreur qui aurait été facile puisque c'est la dernière saison de Picard. Il n'y aura rien d'autre après. Ils auraient pu sacrifier un ou plusieurs membres d'équipage pour dire, vous voyez, là c'est sérieux, là on rigole plus. Ils ne le font pas. Et je leur en suis assez reconnaissant pour ça, de ne pas avoir cédé à cette facilité. La série s'achève sur un des fameux jeux de cartes, jeux de poker qui réunit l'équipage autour d'une table, comme à l'époque de la série. Voilà, les 7 acteurs principaux qui sont également
proche dans la vie, hein, il faut le rappeler. C'est un des rares castings qui est aussi proche à l'écran qu'à la ville. Et ils partagent un jeu de poker, comme au bon vieux temps. Voilà. Une scène ensuite nous montre Jack Crusher devant Q, euh, l'être omnipotent de la série. Donc il semble promettre de nouvelles aventures avec un nouvel équipage de l'USS Titan qui a été rebaptisé Enterprise G. Donc, ils veulent de toute évidence prolonger l'aventure avec ce nouvel équipage. Je veux dire, peu importe à présent. On a eu des retrouvailles émouvantes avec tous ces personnages, ces acteurs qu'on a appréciés au cours de la nouvelle génération, qui est encore une fois peut-être la série la plus représentative de Star Trek. Donc, le scénariste showrunner voulait leur offrir une fin digne de ce que l'équipage original avait eu avec Star Trek 6, une série, une fin très digne. Et je pense qu'il leur a fourni réellement. À propos de Star Trek 6, je ne sais plus si c'est un critique de Mad Movies ou de l'écran fantastique qui avait écrit que c'était agréable de revoir ces bouilles à l'écran et qu'on ne savait pas si on aurait l'occasion d'en rencontrer d'aussi sympathiques dans les années à venir. C'est un peu la sensation que j'ai. Oui, cette saison, c'est énormément de fanservice, presque exclusivement, on va dire. Mais il y a un vrai travail d'écriture derrière, sur la plupart des épisodes, tant qu'on ignore l'aspect purement science-fictionnel, on va dire, de l'aventure. Et ce qu'on retiendra, ce sont tous ces petits moments humains qui confondent un peu les acteurs, les personnages. On ne sait plus trop qui est qui. Voilà. On est content de revoir Brent Spiner, même s'il cabotine plus que jamais. Même si on sait que il fallait qu'il soit là, mais que son retour n'a aucun sens. Euh, c'est quand même agréable de tous les revoir dans une même pièce. Voilà, Disney, on n'en demandait pas plus, hein, finalement. C'est le minimum qu'on demandait, on l'a pas eu. Et là, Star Trek nous le fournit avec classe. Est-ce que j'ai été pleinement satisfait avec Picard saison 3? Non, mais presque. Presque. Voilà, c'était mon avis sur Picard saison 3. J'espère qu'ils n'auront pas la tentation de faire venir un ou plusieurs des personnages dans les séries à venir. Ce serait dommage. Ça risque de gâcher ces retrouvailles. Mais bon, je ne demande qu'à être surpris. Euh, on avait dit à Gene Roddenberry, Leonard Nimoy avait fameusement dit à Gene Roddenberry au moment de la nouvelle génération qu'il était impossible pour lui de capturer deux fois un éclair dans une bouteille. On peut reconnaître à Gene Roddenberry au moins le fait d'avoir su capturer cet éclair dans une bouteille une deuxième fois, même s'il a donné l'impulsion et n'a pas nécessairement été le principal artisan du succès phénoménal de la série, mais il était là quand même au début pour en poser les bases. Et voilà, 35 ans plus tard, une conclusion enfin digne des personnages et de l'héritage de l'Enterprise D. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Euh, Dites-le moi en commentaire. Voilà, c'était Norman Thierry, fan de Star Trek invétéré, au moins de la série classique, de la nouvelle génération plutôt. Et
voilà, je voulais vous parler de Picard saison 3 et de ma passion pour la nouvelle génération. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt, bah, vous savez où, à la taverne de Lug. Allez, au revoir.